Patients ensemble. Parenthèse. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne alors des professionnels de santé, ça peut être du personnel soignant, des malades qui viennent nous apporter leurs témoignages, des experts et puis souvent nous recevons des présidents et présidentes d'associations. C'est le cas aujourd'hui. Nous accueillons pour la seconde fois Christine Rodien-Louf qui est donc présidente de l'association APTED pour témoigner sur les tumeurs endocrines. Et Christine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre seconde invitation sur Patients Ensemble. Bonjour. Alors, première question, Christine, qu'est-ce que le système neuro-endocrinien ? Alors, le système neuro-endocrinien se compose de cellules qu'on appelle les cellules neuroendocrines. Les cellules neuroendocrines fonctionnent de façon similaire à la fois aux cellules nerveuses, qu'on peut appeler neurones, mais fonctionnent aussi de façon similaire aux cellules endocrines. Donc, en gros, ces cellules neuroendocriniennes reçoivent des messages du système nerveux et y répondent en fabriquant et en sécrétant des hormones. Ces hormones ensuite vont entrer dans le sang et circuler dans le corps vers d'autres cellules. Ces hormones vont contrôler différentes fonctions de l'organisme. Alors, entre autres, on n'y pense pas toujours, la libération des enzymes digestives afin de décomposer les aliments, ou la vitesse à laquelle les aliments vont se déplacer dans le tube digestif. Mais aussi, ces hormones vont réguler la circulation de l'air et du sang à travers les poumons, vont permettre le contrôle de la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la quantité de sucre dans le sang, la croissance et le développement des os et des muscles. Donc voilà pour parler des cellules neuroendocrines. Alors ces cellules neuroendocrines, on l'aura compris, à travers ce rôle de régulation, elles vont se situer dans presque tous les organes du corps. Et on les trouve principalement dans le tube digestif. Alors quand on parle du tube digestif, on parle de l'intestin grêle, du rectum, de l'estomac, le côlon, l'œsophage, l'appendice, mais aussi la vésicule biliaire, le pancréas, on parle des îlots pancréatiques, et puis la thyroïde, les poumons. Bref, on parle d'un système neuro-endocrinien diffus. Alors, que sont les tumeurs neuro-endocrines qu'on appelle TNE et quelle est l'incidence d'une TNE ? On a parlé donc des cellules neuro-endocrines. Donc, effectivement, les tumeurs neuro-endocrines sont une déclinaison de ces cellules neuro-endocrines et on va trouver aussi on peut trouver, je ne dis pas, on va trouver, c'est pas systématique, ces tumeurs neuroendocrines dans presque tout le corps humain. Donc, ces cellules neuroendocrines vont parfois subir des changements et vont avoir un mode de croissance qui va être complètement anormal et qui vont entraîner ces fameuses tumeurs neuroendocrines TNE. Donc, ces tumeurs neuroendocrines, elles vont être détectées quand elles se propagent, mais il va arriver aussi qu'elles ne se propagent pas. Donc, la façon de les détecter, quand elles se propagent, on va avoir éventuellement des symptômes faisant penser à la présence d'une tumeur. Alors, ça peut être des occlusions intestinales, ça peut être des saignements dans les selles, ça peut être des infections respiratoires, des saignements bronchiques. Et puis, dans d'autres cas, là, on parle vraiment de suspicion. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir des sécrétions hormonales qui vont produire des symptômes. Donc, des symptômes, ça peut être des diarrhées, des crampes abdominales, de l'asthme, des rougeurs qui apparaissent subitement sur le visage, mais quand je dis rougeur, vraiment quelque chose de très impressionnant qu'on appelle également des flushs cutanés. Ça peut être des crises d'hypoglycémie, voilà, ça peut être un certain nombre de choses qui vont faire que on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais souvent, vous conviendrez que ces symptômes, difficultés respiratoires, essoufflement, diarrhée, on peut penser à des tas d'autres choses. Ce ne sont pas nécessairement des tumeurs neuroendocrines. Donc, d'où la difficulté
diagnostiquer cette pathologie. Et là, je ferai un parallèle un peu avec le Covid-19, parce qu'au début, on disait, bon, vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir un syndrome grippal, et puis d'un seul coup, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait avoir une perte du goût, une perte de l'odorat, oui, un certain nombre de symptômes qui ne sont pas forcément liés au Covid-19, mais c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, pour les tumeurs neuroendocrines, d'où la difficulté de poser ce diagnostic. Alors, Christine, quels sont les différents types de TNE qu'on peut rencontrer ? Alors, on peut rencontrer, on a parlé de différentes parties du corps. Principalement, les tumeurs neuroendocrines sont localisées, on va dire, dans le tractus digestif, à peu près à 60% parmi la famille des tumeurs neuroendocrines. Ensuite, on va trouver les tumeurs neuroendocrines bronchiques, c'est-à-dire le poumon ou le système respiratoire. Et puis, en troisième lieu, on va trouver les tumeurs endocrines des îlots pancréatiques, en fait. Donc, c'est les trois principales, grandes familles, on va dire, hein, sans vouloir réduire, parce qu'évidemment, il y a d'autres organes qui peuvent être touchés, les reins, la vésicule biliaire, le thymus, j'en oublie un petit peu, puisque les cellules neuroendocrines sont présentes dans la totalité du corps. Il est évident qu'on va pouvoir trouver effectivement des tumeurs neuroendocrines dans toutes ces parties-là. Est-ce qu'on connaît l'origine et la cause des TNE, s'il y en a, évidemment ? Alors, à ce jour, on n'a pas de cause essentielle aux tumeurs neuroendocrines. On pourrait dire comme pour les autres cancers, mais c'est pas avéré. Bon, évidemment, l'hygiène de vie en général fait que on peut avoir des prédispositions à certaines pathologies. Mais pour les tumeurs neuroendocrines, on n'a pas de cause réellement identifiée, sauf dans à peu près 5% des tumeurs neuroendocrines, on peut avoir des causes génétiques. Donc, ces causes génétiques, elles vont être mises en évidence soit quand on a un diagnostic déjà posé sur certaines maladies génétiques, comme les néoplasies endocriniennes multiples ou la maladie de von Hippel-Lindau, par exemple. Et là, en faisant le diagnostic, on va éventuellement s'apercevoir de la présence de tumeurs neuroendocrines. Et puis, à l'inverse, on peut avoir des tumeurs neuroendocrines qui sont diagnostiquées et à la faveur des examens d'anapathe, par exemple, on va mettre en évidence qu'il y a aussi une maladie génétique. C'est la principale cause identifiée, potentielle, de l'apparition d'une tumeur neuroendocrine. Après, dire, le tabac, l'alcool, je dirais c'est un peu général à toutes les pathologies. Hein. Aujourd'hui, c'est lié à l'hygiène de vie, mais ce n'est pas une cause directe de tumeurs neuroendocrines. Alors, comment sont-elles découvertes la plupart du temps, ces TNE ? Alors, les tumeurs neuroendocrines, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, soit les personnes vont présenter des symptômes, des douleurs abdominales, ou des risques d'occlusion, ou suspecter par exemple une masse sur l'abdomen, ou des difficultés respiratoires, des essoufflements. Et puis, il y a des cas où il ne va rien se passer, parce qu'on parle de formes, je dirais, un petit peu indolentes de la pathologie, où les tumeurs ne sont pas fonctionnelles, elles sécrètent des hormones, mais on ne constate rien de particulier dans son quotidien, on n'a pas de transformation physique, il ne se passe rien. Et donc dans ces cas-là, on va éventuellement parler de découverte fortuite de la maladie à l'occasion d'un examen, d'une échographie abdominale par exemple, ou une intervention chirurgicale comme par exemple une appendicite. On va prélever, on va analyser la pièce opératoire qui aura été enlevée et on va s'apercevoir qu'il y a une tumeur neuroendocrine à l'occasion d'une coloscopie, d'une endoscopie, d'une fibroscopie, d'une gastroscopie. Vous voyez, mais l'organisme il est tel, ces tumeurs neuroendocrines étant
susceptibles d'apparaître dans tout point du corps, il est très difficile quand elles ne produisent pas, elles ne produisent pas de sécrétion, elles ne sont pas fonctionnelles. C'est très difficile de poser ce diagnostic. Et souvent, on pense que les tumeurs neuroendocrines peuvent être présentes dans l'organisme et il ne se passe rien pendant plusieurs années. C'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est marrant parce qu'on était reliés sur la même longueur d'onde. J'allais vous demander, donc on peut vivre des années avec des TNE sans que ça se manifeste ni que ça nous empêche de vivre, qu'il n'y ait aucune douleur. Alors d'où une autre question. Même sans savoir. Voilà, sans donc savoir, ouais. alors, on est un petit peu, si j'ose dire, porteur sain. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire, mais on est un peu porteur sain. Alors, est-ce que ces tumeurs, en revanche, peuvent disparaître d'elles-mêmes ? Alors, on peut avoir... Alors, disparaître, non. Spontanément, sans rien, non. Mais par contre, on a des formes bénignes. On peut avoir des formes bénignes de tumeurs de TNE. Bien souvent, par exemple, sur l'appendice. Très très souvent, lors de l'appendicite, on enlève le morceau, je dirais, inflammé, infecté, et il apparaît qu'on a enlevé complètement, en totalité, la tumeur neuroendocrine. Et là, on ne parlera pas de tumeur cancéreuse. On l'a enlevée, il ne se passera plus rien. Et puis, il y a d'autres cas où on va l'enlever, mais on va s'apercevoir, on s'est en général aperçu auparavant, que malheureusement, cette tumeur et ces sécrétions hormonales ont tellement circulé dans le système sanguin, elles sont venues produire des métastases à distance où on commençait à attaquer les organes voisins. Et donc là, les options thérapeutiques, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais vont différer en fait du stade de la maladie, du grade, puisque quand on va faire une biopsie ou on va enlever une pièce lors de la chirurgie, on va l'analyser et on va graduer la tumeur neuroendocrine pour définir à la fois son niveau d'agressivité, son niveau d'envahissement, son stade bénin ou malin. On va faire un certain nombre de choses lors de ces examens. Et on va également pratiquer des examens biologiques et radiologiques. Alors biologiques, on va rechercher certaines hormones présentes soit dans les urines, soit dans le sang. Et puis les examens radiologiques, on va essayer de voir où sont situées soit la tumeur primitive, soit parfois les métastases ou les tumeurs à distance. Alors, comment se passe la prise en charge médicale pour les patients qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y a un réseau de référence ? Oui, alors il y a un réseau de référence, mais donc une fois, on va d'abord donc la difficulté, c'est d'arriver à diagnostiquer une TNE. Souvent, quand on a des douleurs abdominales, on a des diarrhées, on pense à des gastro-entérites, ou des choses comme ça, on va aller voir son médecin généraliste. Et donc, ou son gastro-entérologue, ou son endocrinologue, selon si c'est un problème de sucre, par exemple, dans le sang, où on fait des hypoglycémies. Donc là, il faut déjà arriver à avoir un doute, une suspicion de diagnostic de TNE, ce qui n'est pas simple. Bon, une fois admettons qu'on ait diagnostiqué cette TNE, on a fait un pré-diagnostic. Il va falloir confirmer ce diagnostic. Et là, on va savoir que c'est réellement une tumeur neuroendocrine, parce qu'on peut confondre avec d'autres pathologies, parfois moins graves. Et heureusement, je dirais. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic, il existe en France un groupe d'experts qui s'appelle le GTE, le groupe d'études des tumeurs neuroendocrines, qui s'est organisé en réseau de référence et centres d'expertise. Il y a 17 centres en France, et ce réseau s'appelle le réseau Renaten. Et dans le cadre du plan cancer, chaque fois qu'une tumeur neuroendocrine est diagnostiquée, le dossier patient doit être transmis à ces centres experts pour des réunions de concertation pluridisciplinaire, de façon à être sûr que la prise en charge de ces patients soit uniforme sur tout le territoire français. Quand je dis uniforme, c'est que les traitements qui vont être décidés soient des guidelines, soit des traitements homologués, qu'on n'aille pas
je dirais, par exemple, je sais pas, donner ou opérer, par exemple, et puis ne pas aller plus loin, ne pas faire de surveillance ou des choses comme ça. Donc ce réseau s'appelle le réseau Renaten, 17 centres experts en France. Alors ces centres sont composés d'oncologues, d'endocrinologues, de gastro-entérologues, de chirurgiens, de médecins nucléaires, de radiologues. Vous voyez, toute une famille de médecins qui vont pouvoir prendre en charge les tumeurs neuroendocrines et définir les lignes thérapeutiques de prise en charge des patients qu'ils vont communiquer au médecin qui leur aura transmis ce dossier. Alors, Christine Rodien-Louve, est-ce qu'on peut parler un petit peu des différentes options thérapeutiques, hein? Alors, les options thérapeutiques, on l'a compris, vont dépendre à la fois de la localisation des tumeurs neuroendocrines, selon que c'est une tumeur bronchique, une tumeur du pancréas, une tumeur de l'intestin grêle, par exemple, vont dépendre du grade de la maladie, et va dépendre aussi du fait que ces tumeurs soient, on n'en a pas parlé plus tôt, mais différenciées ou pas. Les tumeurs bien différenciées vont avoir une prise en charge particulière. On estime qu'elles sont d'évolution plus lente que les tumeurs peu différenciées. Donc là, une fois qu'on a tous ces examens radiologiques, biologiques, le diagnostic précisé, la localisation, on va définir des lignes thérapeutiques. Alors, dans certains cas, par exemple, souvent l'intestin, on va démarrer par de la chirurgie pour enlever la tumeur primitive. Et puis après, on va s'attaquer, éventuellement, s'il y en a, aux tumeurs à distance ou aux métastases à distance. Le cancer j'allais faire un lapsus et je me bagarre. Les tumeurs neuroendocrines du pancréas, par exemple, ne vont pas donner lieu forcément à de la chirurgie en premier lieu. Parce que soit la tumeur est trop petite, donc on ne peut pas l'enlever de façon chirurgicale, ou tout dépend où elle est située sur le pancréas. Et puis, il y a des cas, on va chercher, par exemple, on va démarrer une chimiothérapie pour dire on va faire réduire la tumeur quand elle est trop grosse avant d'envisager de la chirurgie. Parce qu'on va chercher, notamment pour le pancréas, à de l'épargne du pancréas. On ne va pas forcément enlever en totalité le pancréas. On va enlever soit la tête du pancréas, soit la queue du pancréas. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu technique, mais ça va dépendre de tout ça. Donc les grandes lignes thérapeutiques. Donc, alors, souvent on met pas la chirurgie dans la thérapie, mais bon. Soit ça arrive en première ligne, selon la localisation. Ensuite, on peut avoir soit la chimiothérapie, soit tout simplement de la surveillance. On oublie parfois, et c'est aussi parfois angoissant pour les patients de dire voilà, on m'a enlevé la tumeur primitive et puis les médecins m'ont dit on se revoit dans 6 mois, on va voir si la maladie évolue ou pas, parce qu'on a des formes lentes. Ou alors on va vous donner une injection pour contrôler si vous avez des symptômes, des syndromes de sécrétion hormonale. On va vous donner une injection mensuelle pour contrôler ces syndromes. Ou si vous n'avez pas eu de chirurgie, on va essayer de diminuer les masses tumorales par ces injections. Après, on va avoir d'autres lignes de traitement qui peuvent être, par exemple, de la chimio-embolisation. C'est encore une autre technique pour traiter les métastases hépatiques. On peut avoir également de la radiothérapie interne vectorisée. Donc c'est de la médecine nucléaire, mais contrairement à la radiothérapie externe, on va passer, je dirais, l'élément par voie intraveineuse, par le sang. Donc c'est une radiothérapie interne. On va avoir de la thérapie ciblée, on va avoir un certain nombre de... Voilà. Donc tout ça est vraiment lié à chaque patient. Chaque cas est presque unique en fonction du grade, de la localisation, de la différenciation ou pas de la pathologie, de l'âge aussi du patient, parce qu'on peut choisir en concertation, bien évidemment avec le patient, d'aller plus vers telle option thérapeutique en fonction, voilà, si le patient a une activité professionnelle, s'il est jeune, s'il est
s'il a d'autres pathologies aussi qui peuvent faire en sorte que certains traitements seraient contre-indiqués. Donc voilà, il n'y a pas de... il y a des traitements qui sont connus, qui sont référencés, mais encore une fois, un patient qui dirait moi j'ai une tumeur de l'intestin grêle, on m'a fait ça en premier, et moi on m'a fait ça. Donc c'est un peu déroutant aussi pour les patients parce que on est sur une pathologie rare. Je rappelle que cette pathologie, c'est 2 à 5 cas pour 100 000 en termes de diagnostic. Donc c'est vraiment des cas isolés, et en plus dans ces cas isolés, chaque cas sera, je dirais, quasi unique dans la prise en charge. Christine, est-ce qu'on peut guérir de tumeurs endocrines avec un traitement adapté? Donc vous venez de nous expliquer un petit peu que chaque cas évidemment est particulier, comme chaque individu est particulier bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà eu je l'espère, des cas de guérison? Alors les cas de guérison, je dirais, c'est les tumeurs bénignes qui sont enlevées par voie chirurgicale. Après, on parlera plutôt dans le cas des tumeurs neuroendocrines presque de maladie, comme d'une maladie chronique, c'est-à-dire que les patients peuvent vivre un certain nombre d'années avec ces tumeurs avec presque un mode de vie, je dirais, quasi normal. Reprennent une activité professionnelle, poursuivent une activité professionnelle, ou vivent leur retraite tranquillement, mais ont plutôt un régime de surveillance, de stabilisation de la maladie, voire de diminution par moment de masse tumorale, mais de disparition complète. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. C'est une maladie avec laquelle on vit, et c'est pour ça que on se bagarre un petit peu quand certains médecins posent le diagnostic, disent en gros vous avez de la chance, c'est un cancer d'évolution lente, c'est un bon cancer. Mais moi je dis, il n'y a pas de bon cancer. Un cancer reste un cancer. C'est sûr, par rapport à certaines formes de cancer, et il y a des cancers neuroendocriniens qui sont aussi très agressifs, il ne faut pas se voiler la face, mais voilà, ça restera un cancer, mais qui restera peut-être chronique. Nous avons par exemple au sein de notre association des patients qui ont été diagnostiqués d'une tumeur neuroendocrine il y a plus de 35 ans. Donc ça fait 35 ans que ces personnes vivent avec ce cancer neuroendocrinien. Alors Christine, vous l'avez abordé il y a quelques secondes, mais qu'en est-il de la vie sociale et du travail quand on est atteint d'une TNE? Alors là, je dirais, ça dépend encore. Alors j'aime pas dire à chaque fois ça dépend, mais c'est une maladie parfois qui peut être très très invalidante, bien qu'elle ne se voit pas nécessairement, mais notamment pour les patients qui présentent ce qu'on appelle un syndrome carcinoïde, et qui vont, même si la maladie est contrôlée, qui vont avoir des problèmes de diarrhée, de besoin impérieux d'accès aux toilettes, ou qui vont faire des hypoglycémies. La maladie n'est pas complètement contrôlée, si vous voulez. Et ce sont des épisodes qui sont très très invalidants, où par exemple des personnes qui sont un petit peu timides, un petit peu introverties, qui d'un seul coup vont devenir tout rouges sous l'effet du stress ou pas, après absorption de tel ou tel aliment. C'est un petit peu je dirais à la carte, et qui deviennent rouges, cramoisis. Ça peut arriver en pleine réunion, par exemple, ou un besoin impérieux d'aller aux toilettes quand on est dans les transports en commun. Vous voyez, il y a des personnes qui arrêtent de voyager, par exemple, de peur d'avoir des problèmes gastro-intestinaux, par exemple. Donc c'est une maladie qui peut être invalidante. Et puis il y a des cas où la maladie est très bien contrôlée, stabilisée, où les personnes refont des voyages, refont des treks, continuent à travailler, poursuivent leur activité sans aucun problème. Bien évidemment, il peut y avoir des épisodes de fatigue, il peut y avoir des épisodes de traitement qui nécessitent des arrêts de travail ou du travail à temps partiel, ça arrive. Il y a des patients qui sont plus ou moins atteints, qui vont faire reconnaître leur invalidité.
ou qui vont s'arrêter de travailler parce qu'ils ne sont plus en capacité d'avoir une activité professionnelle très intense physiquement, par exemple, certains métiers extérieurs. Voilà. Donc c'est vraiment, je dirais, du cas particulier, mais on essaie, enfin, les médecins essayent de privilégier dans les choix thérapeutiques et de préserver la qualité de vie pour ces patients de façon à ce qu'ils puissent continuer à mener une vie la plus normale possible. Alors, Christine, je crois que vous avez un petit coup de gueule à pousser ou à passer sur une maladie, donc on l'a vu, qui est souvent mal identifiée et donc malheureusement qu'on découvre tardivement. De quoi s'agit-il exactement, ce petit coup de gueule ? En fait, ce qu'on dit, c'est les tumeurs neuroendocrines, si vous ne les suspectez pas, vous ne les détectez pas. Donc, on souffre, comme malheureusement la plupart des maladies rares, d'une méconnaissance de cette maladie. Donc, on peut comprendre qu'un médecin généraliste ne verra peut-être jamais dans sa carrière un seul cas de tumeur neuroendocrine. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse, je dirais, en parler de façon suffisante et récurrente, même si les diagnostics s'améliorent, les techniques d'imagerie s'améliorent, on arrive un petit peu mieux à diagnostiquer les tumeurs neuroendocrines, mais c'est au moins quand des personnes qui ont elles-mêmes dit qu'elles étaient atteintes de tumeurs neuroendocrines ou de cancers neuroendocriniens qu'on nomme cette maladie. Je parle d'un exemple, on a parlé du décès d'un acteur récemment, un acteur indien qui s'appelait Irfan Khan, qui a joué dans Slumdog Millionnaire. Il a lui-même dit qu'il était atteint d'une tumeur neuroendocrine diagnostiquée en 2018. Il vient de décéder. Dans les journaux français, on a indiqué Irfan Khan décédé d'un cancer rare. Ce n'est pas pour vouloir, je dirais, attirer l'opinion, dire voilà, un tel était atteint d'un cancer neuroendocrinien. Mais dans les journaux anglo-saxons, on a dit qu'il était atteint d'un cancer neuroendocrinien, qu'il avait une tumeur neuroendocrine. Le fait de dire ça, c'est faire connaître cette maladie, mettre la puce à l'oreille de certains médecins ou de certaines personnes qui sont en errance de diagnostic, qui ont des douleurs abdominales depuis des années, qui ont perdu du poids, à qui on n'a rien trouvé parce que personne ne connaît ces tumeurs neuroendocrines, se dire tiens, si on pouvait suspecter les tumeurs neuroendocrines, peut-être qu'on arriverait à un diagnostic plus précoce et dans ces cas-là, un diagnostic sans métastase, sans atteinte d'organes distants et permettre, qui sait, une guérison complète. Alors, comment fait-on pour contacter votre association APTED, Christine ? Est-ce que vous avez des liens à nous donner ? Alors, notre association, c'est très simple, www.apted.fr ou alors un mail, contact@apted.fr. Et puis, il existe aussi un site qui s'appelle TNE Info, donc TNE-6 info au pluriel, .fr, où là, vous trouverez des informations sur les tumeurs neuroendocrines. Vous trouverez également des informations sur le site du GTE Renaten. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du réseau de prise en charge des TNE. Donc, vous pouvez taper www.réseau-du6gte.org. Et là, vous avez un espace patient, vous avez un petit peu d'informations. Et surtout, chose très très importante, vous avez la carte de France avec les centres experts. Vous tapez Renaten, espace patient, et vous regarderez par région les centres. Alors, ça ne veut pas dire que si, je ne sais pas, vous habitez à Moulins, vous habitez à Avignon, vous n'avez pas de centre expert dans votre région. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas prise en charge correctement de votre tumeur neuroendocrine. Parce que votre médecin qui aura posé le diagnostic à Avignon, à Moulins, Montluçon, enfin, que sais-je, en fait, entrera en contact avec ce réseau de référence et pourra soumettre votre dossier de patient pour éventuellement prendre un second avis ou alors mettre en place vos lignes thérapeutiques. Donc voilà, ce réseau est très très important et nous invitons les patients qui nous contactent à se rapprocher de ce réseau de référence. Alors Valérie, je vous laisse le mot de la fin avec une question à poser à notre invité.
Juste une petite question. Est-ce qu'il y a une question de sexe dans cette maladie rare? Est-ce que ça touche plus les femmes ou les hommes? Et non. Nous sommes sur une forme de cancer paritaire. Donc ce cancer peut toucher autant les hommes que les femmes. L'âge moyen de diagnostic, je ne l'ai pas précisé non plus, se situe entre 40 et 60 ans. Mais je tiens à préciser quand même que on a de plus en plus de patients jeunes qui sont diagnostiqués aujourd'hui. Donc le diagnostic s'améliore, mais malheureusement pour les patients jeunes, comme on a dit que c'était un âge moyen de diagnostic entre 40 et 60 ans, on pense encore moins à ce type de pathologie. Alors voilà, c'est vraiment important voilà, hommes comme femmes. On parlait il y a quelques années d'un âge moyen de diagnostic entre 40 et 60 ans. Et puis aujourd'hui, on a des patients d'une vingtaine d'années qui viennent vers nous, souvent les parents qui nous appellent en panique pour nous indiquer que leur enfant vient d'être diagnostiqué avec une TNE. Alors, Christine Rodien-Louve, merci infiniment pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Parenthèse. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association APTED et qui est dédiée aux tumeurs endocrines. Merci Christine. Merci à vous, en tous les cas, de m'avoir invitée. Avec toujours un plaisir renouvelé. Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations ou leurs témoignages. Et puis à 11h30, c'est votre rubrique. Vous avez un message, vous avez la possibilité de pouvoir nous faire parvenir un petit mot de soutien, d'encouragement, d'amour. Ça se passe sur l'antenne grâce à notre répondeur, le 01 86 86 86 36 ou sur mon message @passion-ensemble.fr. À 17h, on se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans un nouveau Parenthèse. Passez une excellente fin de journée. Je vous dis donc à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion ensemble. Parenthèse.